On va pouvoir commencer. Nicolas, je sais pas ce que vous en pensez. Ça marche très bien. On se lance. Il y a une centaine de personnes qui est connectée, en sachant que vous avez été très nombreux à avoir répondu intéressés en tout cas par la proposition de ces webinaires. Il y avait à peu près 400 personnes qui se sont dit intéressées en tout cas. Donc on verra à l'issue combien de personnes ont réellement participé à ce webinaire. En tout cas, c'est voilà, c'est bien la preuve d'un intérêt sur ce sujet-là, sur l'enjeu autour de l'alimentation. Et puis c'est vrai que l'actualité a un peu rattrapé la proposition initiale du webinaire. Et voilà, ça montre que c'est un enjeu qui est au cœur de notre société et puis de ces tensions actuelles. Du coup, moi, je suis Amandine Largeau, je suis la co-directrice du Centième Singe, qui est un tiers-lieu nourricier en archipel adossé à un espace test agricole. Et on inaugure donc par ce premier webinaire un cycle de 6 webinaires mensuels qui vont donc avoir lieu une fois par mois sur les mois à venir. Et pourquoi cette proposition de cycle de webinaires autour de ce qui s'invente en termes de transition agricole alimentaire sur le territoire? C'est parce que dans nos activités Centième Singe, on accompagne beaucoup de collectifs et de collectivités, bon, localement ou nationalement, dans leurs projets de transition agricole et alimentaire. Ça peut être des fermes collectives, des fermes communales, régies agricoles, tiers-lieux nourriciers ou espaces test. Et ce qu'on voit quotidiennement de ce qui s'invente sur les territoires, par des collectivités qui s'engagent nouvellement sur ces sujets-là et de plus en plus fortement, et puis avec des agriculteurs, agricultrices, des porteurs de projets, des structures de la transition. Comme collectivement, on est quand même assez pris à la fois par des enjeux et des informations assez anxiogènes, en tout cas, on s'est dit qu'on avait du mal à voir ce qui germe, ce qui grandit localement, et que ça nous empêche de pouvoir y contribuer. Donc, on a décidé de lancer ce cycle de webinaires pour partager plus largement et diffuser ce qui se questionne, ce qui s'invente, autour des sujets clés pour mener la transition agricole alimentaire à partir des territoires. Donc, le prochain webinaire, il aura lieu le 12 mars. Ce sera sur l'élément fondamental qui rend de toute façon toute transition possible sur ces sujets, c'est-à-dire sur l'eau. On y parlera des grands enjeux et aussi de quelques projets pilotes sur le sujet de l'eau, de la ressource en eau, euh, qui s'inventent à partir des territoires. Donc, si vous voulez être tenu informé des prochains webinaires et surtout avoir les liens des rediffusions si jamais vous n'avez pas pu assister aux autres webinaires ou à celui-là, si vous voulez le re-regarder, voilà, on vous met dans le chat un lien Frama d'inscription et on vous diffusera les informations sur ces webinaires. Sur ce webinaire spécifique, donc repenser le monde par l'alimentation. Je vais donc laisser la parole après à Nicolas Bricas, qui est socio-économiste de l'alimentation et qui est titulaire de la chaire alimentation du monde pour l'UNESCO. Alors, l'enjeu, c'est qu'on est heureux. Donc, on va essayer de tenir au mieux les horaires que l'on s'est fixés en essayant d'avoir quand même des possibilités d'interaction. Donc, on inaugure ce cycle de webinaires ensemble. Euh, En gros, l'intervention de Nicolas va être découpée en 3 séquences d'à peu près 10-15 minutes chacune. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre, au vu du monde, en fait, on va prendre les questions dans le chat. Alors, n'hésitez pas, n'attendez pas forcément la fin des interventions pour poser vos questions. Il y a Nadia et William qui sont là en support pour toutes les questions techniques aussi que vous posez, que vous pouvez poser dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, dès que vous avez des questions, posez-les dans le chat, on les récupère, on en sélectionne quelques-unes et je les poserai à Nicolas à la fin de chaque séquence. Euh, donc voilà, maintenant je peux laisser la parole à Nicolas sur le sujet avec d'abord une première séquence un peu d'où l'on vient, c'est-à-dire ce que veut dire le système agricole, enfin alimentaire industriel à l'heure actuelle et ce qu'il a permis. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Amandine, et merci Amandine au Centième Singe de me donner l'opportunité de partager avec vous les travaux qu'on mène au sein. Alors moi, je travaille donc au CIRAD. Le CIRAD, c'est un établissement public de recherche qui travaille sur les questions agricole, alimentaire, biodiversité, environnement, etc. Je suis dans une unité de recherche avec des collègues d'autres institutions qui est dédiée aux questions de systèmes alimentaires durables ou qui allie des sciences économiques et sociales
et des nutritionnistes. Et donc, je suis titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, qui est un programme de travail labellisé par l'UNESCO qui organise du dialogue interdisciplinaire et du dialogue entre sciences et société. Et quand je dis société, c'est les acteurs politiques, la société civile, des acteurs engagés et militants pour un changement de système alimentaire, et puis les entreprises qui sont également engagées là-dedans sur les questions d'alimentation durable. Et puis également membre du panel international d'experts qui travaillent sur les systèmes alimentaires durables et qui fournit de la ressource, de l'argumentaire, du chiffre aux acteurs du changement à l'échelle internationale. Et donc, c'est un panel international composé de gens qui travaillent sur l'agroécologie, les systèmes alimentaires durables dans plein de pays du monde. Donc, comme l'a dit Amandine, on va fonctionner en trois temps. La première, c'est dans quel système alimentaire, nous en France en particulier, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, etc., quel est ce système qui s'est industrialisé? Qu'est-ce que ça veut dire cette industrialisation et qu'est-ce que ça a permis? Il faut jamais oublier que si ce système, on a du mal à en sortir aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a apporté d'énormes avantages. Et je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus rapidement. Mais en même temps, il a apporté de gros avantages, mais il coince. Il coince, il est ni généralisable à l'ensemble de la planète, ni durable. Et je vais revenir pourquoi assez rapidement. Donc les deux premières parties, elles sont plutôt démoralisantes, pour le dire franchement, puisqu'on voit que ça coince et qu'on voit en même temps que ça a du mal à changer. Et du coup, je voudrais partager avec vous 6 idées de pistes pour essayer de se mobiliser et pour essayer de changer le système alimentaire. Et je finirai en expliquant pourquoi, c'est très prétentieux de dire ça, mais pourquoi on pourrait repenser le monde ou refaire le monde en partant de la question alimentaire. Donc, qu'est-ce que veut dire cette industrialisation du système alimentaire? C'est quoi, très concrètement? C'est le fait qu'on est passé d'un système de production alimentaire, de production agricole plus largement, qui utilisait essentiellement le solaire comme énergie, comme source énergétique, et qui utilisait toute la biomasse pour à la fois produire de l'énergie, produire des fertilisants, produire des matériaux, produire de l'alimentation. Et on a remplacé ça par des ressources non renouvelables. C'est-à-dire que c'est plus uniquement l'énergie solaire qui va servir à nous transporter, à faire de la force de travail, mais on va utiliser l'énergie fossile, le charbon, le pétrole, le gaz. On va utiliser les mines de pétrole, les mines de pétrole, mais aussi les mines de fertilisants, le phosphate, et le potassium. On va utiliser le gaz naturel pour fabriquer de l'engrais azoté. Donc potasse, phosphore et azote, en fait, on vient les piocher verticalement dans le sol. C'est l'avènement de la chimie. C'est important de se rendre compte que euh, le système alimentaire, il n'a pas évolué par l'intérieur, il a évolué par des innovations et par des arrivées de secteurs extérieurs. Le moteur du changement de système alimentaire, il n'est pas dans le système alimentaire seulement, il est beaucoup à l'extérieur, et c'est notamment l'avènement de la chimie, l'avènement de la génétique et l'avènement des biotechnologies qui vont permettre de fantastiques progrès. C'est du fait qu'on a une énergie fossile, qu'on peut facilement fabriquer de l'acier et qu'on peut utiliser une énergie pas chère, c'est la mécanisation et l'automatisation. Et puis, ça veut dire une production de masse, de la spécialisation agricole. Et c'est ça qui a transformé le système. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'industrialisation, ça veut dire le passage d'une énergie essentiellement solaire à une énergie et à des ressources minières non renouvelables. Et ça permet quoi? Une fantastique augmentation de la productivité, à la fois de la productivité du travail, le nombre de tonnes que chaque agriculteur peut sortir augmente, et puis bien évidemment une augmentation fantastique des rendements. On le voit ici simplement pour 3 céréales qu'on trouve un peu partout dans le monde, une augmentation très continue des rendements. Et ce qui est important de comprendre, c'est que avant le 19e siècle, avant la révolution industrielle, l'alimentation n'est pas que la seule finalité de l'agriculture. L'agriculture, elle sert à la bioproduction de biomasse, elle sert aussi à produire de l'énergie, du bois de chauffe, des animaux, de trait, de l'huile d'éclairage. Elle produit du matériau avec lequel on construit, le bois d'œuvre, les fibres avec lesquelles on s'isole et on s'habille, les pailles avec lesquelles on s'isole.
Et puis, bien évidemment, des fertilisants. Ce sont à la fois les légumineuses pour capter l'azote de l'air, les mettre dans le sol. Ce sont les arbres pour piocher les fertilisants au fin fond, enfin plus profondément que là où on cultive. Et puis, bien évidemment, les animaux qui transfèrent de la fertilité des zones de pâturage vers des zones de culture. C'est important d'avoir ça en tête parce que ça veut dire qu'avant le 19e siècle, donc l'agriculture, elle a bien quatre finalités. Et la révolution industrielle, qu'est-ce qu'elle va provoquer? La disparition de trois des finalités quasiment. C'est-à-dire que l'énergie, ben, on n'a plus besoin de bois pour se chauffer, d'animaux pour nous transporter ou d'huile pour nous éclairer. On va utiliser le charbon, le pétrole, le gaz et aujourd'hui le nucléaire. On a moins besoin de bois d'œuvre, de fibres et de paille pour construire, pour nous isoler. On va avoir de l'énergie pas chère pour produire du ciment, pour produire des poutrelles en acier et d'avoir les isolants à partir des produits du pétrole. Et puis les fertilisants, on va les remplacer par les engrais chimiques et les engrais minéraux. Et donc, ça veut dire que toute la production de biomasse, elle va désormais être consacrée à la production alimentaire. Donc, à la fois, on a une augmentation de productivité et à la fois, on débarrasse, si je puis dire, la production de biomasse de trois de ses fonctions initiales pour se consacrer essentiellement à l'alimentation. Et ça provoque quoi? Ça provoque une fantastique augmentation de la production agricole. Et vous voyez en bleu, c'est cette augmentation qui n'est pas linéaire comme l'avait pensé Malthus au 18e, hein, avant la révolution industrielle, qui va en fait, en réalité, plus vite que la population, puisqu'on le voit dans la courbe rouge, la production agricole par habitant, eh ben, elle ne cesse d'augmenter. Ça, c'est la production agricole. Maintenant, je regarde que la production alimentaire. J'additionne tous les produits alimentaires et je les transforme en calories, en unités énergétiques. Et ce que je vois, eh ben, c'est que sur la grosse courbe bleue, qui représente la disponibilité alimentaire moyenne, donc la disponibilité, c'est la production alimentaire, moins les semences, moins l'usage qui part pour les animaux, moins l'usage qui part pour les productions, les usages industriels, moins les stocks, et donc uniquement ce qui est disponible pour l'alimentation des humains. Et ben, je vois que on est passé d'une situation où on était en sous-production alimentaire à l'échelle globale jusque dans les années 80, c'est la grosse courbe bleue, et puis à partir des années 80, la planète passe en surproduction alimentaire et tous les continents finissent par sortir d'une situation où la production n'était pas tout à fait suffisante pour satisfaire les besoins. C'est cette ligne en pointillé rouge qui indique les 2500 kilocalories par personne et par jour que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, considère comme le seuil en dessous duquel on peut considérer qu'il y a un peu de tension en matière de production. Mais ça veut dire qu'on est passé vraiment dans un monde de surproduction. La FAO considère qu'on a presque 30% de production en trop par rapport à nos besoins énergétiques. Alors, c'est ça qui a permis, du coup, cette augmentation de la productivité du travail et cette augmentation de la disponibilité alimentaire a permis l'urbanisation. L'urbanisation, elle a explosé à partir de là parce que les agriculteurs se mettent à pouvoir produire pour des gens qui ne cultivent pas. Et c'est ces gens-là qui vont venir travailler dans l'industrie, dans le tertiaire et qui vont venir grossir les villes. Et on voit comment on est passé d'une population urbaine qui faisait pas le tiers dans les années 50 à qui aujourd'hui a nettement plus de la moitié et qu'en 2050 devrait faire les deux tiers de la population si tout continue comme avant, ce qui n'est pas complètement sûr. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et on va voir après pourquoi c'est ni généralisable ni durable, à moins qu'on prenne une première batterie de questions, s'il y en a, je ne sais pas, Amandine. Il n'y a pas de question pour le moment, du coup, je pense qu'on peut continuer, ça viendra un peu au fur et à mesure. Du coup, j'enclenche. Pourquoi on considère aujourd'hui que ce système n'est pas durable, ni généralisable à l'ensemble de la planète? Bon, quand on pense durabilité, on pense souvent d'abord à la question environnementale, deux grands types de problèmes environnementaux. Le premier, c'est l'épuisement des ressources. Et je pourrais même dire l'épuisement des ressources non renouvelables et la surexploitation des ressources renouvelables. Donc, c'est un problème de ressources qui va manquer. Et le deuxième, c'est ce qu'on peut regrouper sous terme de saturation des milieux. Épuisement des ressources, c'est quoi? C'est
Là où c'est le plus grave, et en particulier en France, c'est l'effondrement brutal depuis maintenant quelques années de la biodiversité, hein, à la fois les insectes, à la fois du coup les oiseaux et tous ces vivants qui permettent en fait le fonctionnement du système alimentaire qui s'effondre du fait de la spécialisation, de l'agrandissement des parcelles, de la disparition des haies, de l'usage des pesticides qui tuent le vivant des sols. C'est l'épuisement des énergies fossiles. Alors, l'agriculture n'est pas la seule responsable, loin de là, de l'épuisement des énergies fossiles, mais elle y contribue également. Beaucoup plus gravement, c'est l'épuisement des mines de phosphate. On avait des mines de potasse en Alsace, on les a épuisées, maintenant on va les chercher au Canada. Le phosphore, on en avait dans le sol, on l'a épuisé, on est allé le chercher au Maroc. Elles sont en cours d'épuisement. Et c'est une vraie question parce qu'on ne sait pas très bien comment on fera pour reboucler des cycles avec les niveaux d'usage du phosphore qu'on a aujourd'hui. C'est la surexploitation des ressources halieutiques et du poisson. On a épuisé les mers en poissons. On n'a pas laissé le temps aux poissons de se renouveler. Donc, c'est une ressource renouvelable, mais sur laquelle on a pompé trop rapidement. C'est pareil pour l'eau. On connaît les crises de l'eau actuellement, et notamment du fait de l'usage massif de l'eau en irrigation, qui va s'aggraver avec le changement climatique. Et puis, c'est l'épuisement des sols plus généralement. Donc, on a épuisement et surexploitation de ressources d'un côté, à la limite. C'est pas forcément, on va dire, le plus grave au sens où on peut se dire quand la ressource se raréfie, du coup, elle devient plus chère et ça pousse à l'économiser. Ce qui est beaucoup plus problématique, parce que ça ne se règle pas par le marché, ce sont les saturations de milieux. Les émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire représentent à peu près un tiers des émissions totales de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète, hein. Et c'est pas uniquement le CO2 des tracteurs, c'est aussi bien évidemment le méthane issu des ruminants et puis le protoxyde d'azote émis par des sols qui ont été trop enrichis en azote parce que l'azote n'était pas cher et qu'on en a trop mis avec un protoxyde d'azote qui contribue dans l'agriculture significativement euh, aux émissions de gaz à effet de serre. C'est la pollution azotée. Vous avez entendu qu'aux Pays-Bas, ils ont décidé d'essayer de supprimer dans un premier temps la moitié. Maintenant, ils sont revenus à 30%, puis ils sont en train de reculer parce qu'ils ont une pollution azotée monstrueuse. Nous, on la connaît sous forme de pollution à la fois des airs et à la fois des eaux, hein. C'est ce qui contribue aussi aux algues vertes, l'eutrophisation, l'usage massif de ces engrais qui, quand ils sont mis dans l'eau, que ce soit l'eau douce ou l'eau de mer, hein, provoque la prolifération des plantes de mer, c'est-à-dire les algues, et donc l'intoxication des périphéries et des eaux. C'est la pollution généralisée aux résidus chimiques en particulier, résidus de pesticides, mais aussi résidus d'antibiotiques, et puis les pollutions au plastique, à la fois les macro et les microplastiques. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça ne se règle pas par le marché. Et c'est là-dessus qu'il y a beaucoup d'inquiétudes parce que à la fois, ça tue les sols, ça tue le vivant et ça menace directement à terme les capacités de production agricole. C'est le premier grand type de problème. Le deuxième, c'est tous les problèmes de santé et de nutrition. J'insiste pas là-dessus, le maintien de carences dans certaines populations, en particulier les carences en micronutriments, le surpoids, l'obésité, facteur de risque du diabète de type 2 et d'un certain nombre de pathologies, les résistances microbiennes qui se développent du fait de l'usage massif d'antibiotiques, notamment dans l'élevage, et puis les intoxications humaines aux résidus chimiques et aux résidus de plastique. Ce sont les résidus de pesticides et les résidus de microplastiques. Donc, ça, c'est le deuxième gros problème de la durabilité des systèmes alimentaires, mais il y a aussi des problèmes de durabilité, on peut dire, socio-économiques. Bon, le maintien d'une grande pauvreté. Vous savez qu'en France, on a maintenant plusieurs millions de gens qui ne peuvent pas avoir de revenus suffisants pour accéder à une alimentation, qui s'allonge pour partie, pour certains, je dirais, dans les queues de l'aide alimentaire. Le système alimentaire, qui est un système dans lequel le travail est très précarisé, il faut penser aux travailleurs agricoles, aux transporteurs, aux gens dans les cuisines, aux gens dans les supermarchés, aux livreurs aujourd'hui de pizza. On est dans un travail très précarisé qui garantit le faible coût de notre alimentation, une très grande inéquité dans la répartition de la valeur ajoutée, avec
avec un paradoxe, c'est que ceux qui nous nourrissent sont aussi ceux qui sont les plus pauvres, et en particulier à l'international. Et puis, on est rentré depuis 2008 dans un monde de très grande instabilité et d'instabilité des prix, à la fois lié au fait que les marchés sont très tendus, qu'il n'y a plus de stock, qu'on a maintenant des crises climatiques, qu'on a des crises économiques, qu'on a des crises politiques, et qui font qu'on est rentré dans un milieu très instable qui menace aussi la survie des entreprises. Et puis enfin, dernier facteur de non-durabilité, c'est la question de la gouvernance. Le système est dans les mains d'une poignée d'acteurs qui ont fait leur richesse et leur puissance sur ce système industriel, qui verrouille le changement. Le pouvoir est donc très concentré, une très grande opacité du fonctionnement, en particulier des entreprises, et aucune impunité, enfin une totale impunité plutôt, sur le fait que ben, vous avez un système qui dégrade, mais que personne n'en est véritablement responsable et personne ne paye les dégâts que ça provoque. Donc tout ça rend le système non durable. C'est intéressant parce qu'on commence à avoir des calculs qui permettent de chiffrer combien ça coûte à la société. Donc, il y a une première synthèse, vous trouverez ça dans une synthèse d'un document qu'on édite à la chaire UNESCO qui s'appelle la série des So What, et qui fait la synthèse de 4 études un peu précurseuses sur le coût sociétal de notre système alimentaire. Et grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que pour 100 euros d'aliments que vous achetez, vous avez entre 100 et 200 euros de coûts, surtout santé et surtout environnement. Plus récemment, la FAO, qu'on ne peut pas accuser d'être un établissement particulièrement promoteur de l'écologie, a fait un énorme travail de chiffrage du coût sociétal, du coût pour la société des systèmes alimentaires, montre qu'à l'échelle mondiale, eh ben, c'est 10% du PNB, hein, qui part en coût, et en particulier en coût sanitaire, qu'en France, c'est 177 milliards de dollars par an, le coût du système alimentaire, à rapprocher des 9 milliards par an que la politique agricole commune donne à la France pour soutenir son agriculture. Et donc, c'est la prise de conscience qu'en fait, on a un coût colossal des externalités, comme on dit, des externalités négatives. Et puis, dernier point, on a mené il y a quelques années maintenant un très gros travail de synthèse pour le compte de la FAO et de la Commission européenne sur euh, les différents types de risques que courent les systèmes alimentaires. Et on a fait travailler une soixantaine d'experts en matière de risques climatiques, de biodiversité, liés aux pollutions, enfin toute la liste que vous voyez là. Et ce qui est très marquant, c'est que quand vous cartographiez en fait ces différents types de risques et que vous superposez des calques de ces différents types de risques, vous vous apercevez que, en particulier dans la zone intertropicale, dans les pays en développement, ben, en fait, vous avez des endroits où se concentrent et se superposent et se combinent des risques avec du coup des effondrements de systèmes. Quand vous arrivez sur une zone à grande pauvreté, que vous avez une crise climatique, que la biodiversité est déjà dégradée, que vous avez déjà des pollutions, en fait, vous avez des effondrements de systèmes et donc de plus en plus d'instabilité. Donc, on rentre dans un monde vraiment maintenant où vont se multiplier les crises. Et puis, dernier point, c'est que la guerre en Ukraine et l'accélération de la montée des prix qui avait déjà été amorcée suite à la reprise post-Covid a montré que nos systèmes étaient très dépendants à la fois de ressources, de systèmes et d'acteurs sur lesquels on a perdu la maîtrise. En fait, c'est très dépendant du prix des énergies fossiles. Pour les semences, les agriculteurs sont complètement dépendants de quelques entreprises. Pareil pour les engrais, j'ai oublié d'ajouter les produits phytosanitaires, le machinisme, dépendant des marchés internationaux et demain, de plus en plus dépendant de l'électronique qui équipe tous les capteurs, la surveillance satellitaire du climat, etc., et qui est dans les mains de quelques entreprises à l'échelle mondiale. Donc, ça, c'est pas forcément une question de durabilité, mais c'est une question de très grande vulnérabilité. C'est assez étonnant d'entendre qu'on veut faire la souveraineté alimentaire de la France, alors qu'en fait, notre agriculture, elle est complètement dépendante de ressources étrangères sur lesquelles on n'a aucune maîtrise, et donc on n'a pas du tout notre souveraineté en matière d'intrants.
Voilà, tout ça, comme vous le voyez, est extrêmement réconfortant. Et du coup, je vous propose qu'on s'arrête là pour quelques questions et après, on passe quand même à comment, quelques pistes pour se mobiliser. Mm. Ouais, alors du coup, on a pas mal de questions. Et comme on a pris un peu d'avance, on peut se laisser un bon quart d'heure, je pense, pour y répondre. Euh, Peut-être une première question par rapport à l'élevage. Du coup, de François qui dit au sujet de l'élevage, comment sortir du dilemme des activités d'élevage utiles pour fertiliser, comme ça a été dit, mais aussi beaucoup de cheptels contribuant à la consommation de ressources et aux émissions directes de gaz à effet de serre, direct et indirect. Vous voulez que je réponde au fur et à mesure ou je prends Ça, je tout? pense que ça va être plus facile parce qu'il y a des questions qui sont un peu plus longues. OK. Euh, Et comme peu de temps, on peut essayer ça. la question, c'est pas tant, je sais pas comment dire, c'est pas tant l'élevage, oui ou pas d'élevage. La question, c'est plus, on est aujourd'hui dans une surproduction de produits animaux dans un certain nombre de pays. Euh, alors, surproduction par rapport à nos besoins nutritionnels. C'est-à-dire qu'on mange trop de produits animaux, on est en surconsommation de protéines tout court, hein. Ça veut dire qu'en France, si on diminue la consommation de protéines animales, on n'a pas du tout besoin de la remplacer systématiquement par des protéines végétales. On est en surconsommation de protéines globalement. Et la question, c'est plutôt qu'on a trop d'animaux. On a besoin d'animaux pour assurer des transferts de fertilité, on a besoin d'animaux pour entretenir des espaces vivants. Euh, et la question, c'est plutôt les modes d'élevage et la charge en élevage. Mais tous les gens qui travaillent sur la biodiversité, ils vous disent on a absolument besoin des animaux dans nos systèmes de production alimentaire. Après, il y a des nouvelles propositions pour se débarrasser et des animaux et de l'agriculture. On reviendra à la fin là-dessus. Mais on a quand même encore des zones dans lesquelles il manque de produits animaux, la consommation est inférieure aux besoins et provoque un certain nombre de problèmes nutritionnels. Donc on est, mais voilà, c'est plus la question mode d'élevage et surproduction animale. Et alors, on ne pourra pas prendre toutes les questions, on va essayer d'en poser quelques-unes quand même. Autour des pistes de réflexion sur la comptabilité verte, qui prennent davantage en compte externalités positives et négatives. Voilà. J'en parle après. Ok, ça, on en parle après. Peut-être un risque qui est soulevé au sujet de ce qu'on entend de plus en plus sur la souveraineté alimentaire et sur la notion de souveraineté alimentaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque à ce que justement ce soit détourné en faveur d'un productivisme? Oui, ben, c'est clair que la guerre en Ukraine, elle a provoqué, après la Covid, elle a provoqué une prise de conscience de notre relative vulnérabilité et des risques, effectivement, de moins maîtriser notre système alimentaire. Mais c'est en même temps un argument qui est utilisé pour réclamer une protection de l'agriculture à l'échelle nationale par rapport à des importations massivement européennes. Je rappelle qu'effectivement, on importe 30% de notre nourriture, mais que c'est des importations essentiellement européennes, hein, à part café, thé, cacao et fruits tropicaux. Euh, et donc, c'est aussi un argument qui est utilisé comme pour réclamer une forme de nouveau protectionnisme dans un moment où on rentre quand même dans une vraie remise en cause de la mondialisation de l'agriculture. Euh, Du coup, une autre question. Pourquoi parle-t-on autant dans les médias de l'import des produits alimentaires et pas tellement de l'import d'intrants, alimentation animale, justement en lien avec les notions de souveraineté? Pourquoi les médias en parlent moins? Peut-être parce que ça touche moins directement le grand public, c'est-à-dire faire peur au grand public en lui disant que si on relance pas la machine agricole et si on se met pas à surproduire encore plus que ce qu'on surproduit déjà, c'est plus facile à entendre pour des consommateurs qui peuvent toujours avoir peur qu'il manque de nourriture dans leur magasin que de rentrer dans la question du phosphore, de la potasse, de l'électronique.
Mais c'est absolument juste. On devrait davantage évoquer le fait que, on est devenu complètement dépendant de ressources et d'acteurs sur lesquels on a perdu toute maîtrise. Et c'est pas forcément que des étrangers, hein, c'est pas forcément aussi que des multinationales, c'est aussi des acteurs qui sont devenus très autonomes par rapport à la société, y compris qu'ils soient associatifs ou qu'ils soient privés. Donc oui, c'est une très bonne question. La souveraineté, c'est aussi la souveraineté de ses capacités de production. Et aujourd'hui, on ne l'est pas du tout. Peut-être une dernière petite question juste pour savoir si vous avez un point de vue sur pourquoi, comment la Suisse s'en sort si bien. Non, Semblerait s'en. non, je ne sais pas pourquoi la Suisse elle-même s'en sort si bien. Je ne sais pas si elle s'en sort si bien que ça. Bon, elle a eu une relative capacité de se protéger, hein, mais elle est bon. La Suisse est un pays très riche qui, du coup, a des ressources aussi pour entretenir son système. C'est pas le cas de tout le monde. Ah, pardon, ça m'a déconnecté. Je pense qu'on peut continuer sur la suite. Il y avait juste une petite question technique. Est-ce que vous serez d'accord pour faire passer votre support Oui, de présentation? bien sûr, absolument. Merci. Je vous Ça l'envoie marche. dès la fin. Ça marche. Ça marche. Du coup, je Merci. continue avec 6 pistes pour une transformation des systèmes alimentaires. Je vais peut-être pas les détailler là, puisque je vais les passer en revue les uns après les autres, mais voilà, en 2 mots, les innovations, les inventions d'autres possibles, les entreprises, qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises, la question des consommateurs, des comportements individuels, la question de la formation, le changement dans les rapports de force pour arriver à rééquilibrer dans les rapports de force, ce qui permettrait de déverrouiller en fait les blocages actuels, et puis une invitation à changer nos rapports aux vivants non humains. Euh, euh, et je finirai un peu là-dessus avant de parler de la nouvelle proposition d'agroécologie qui émerge d'un certain nombre d'acteurs et qui met l'alimentation à la croisée des chemins. Sur les innovations sociales, j'en ai mis quelques-unes ici. Partout dans le monde, en France comme ailleurs, se multiplient des initiatives pour essayer de produire autrement, de commercialiser, de transformer, de consommer autrement, de gérer, de reboucler les cycles, de relocaliser, de reterritorialiser. Donc vous en avez de toutes sortes et ce sont des laboratoires absolument passionnants pour essayer d'inventer autre chose. Euh, Beaucoup se revendiquent in fine d'un projet politique et non pas d'un projet technique qui s'appelle l'agroécologie, hein. Je rappelle que l'agroécologie, c'est pas un cahier des charges agricole de type de l'agriculture biologique, c'est beaucoup plus que ça et c'est en particulier un projet politique qui vise à rééquilibrer les forces dans la gestion du système alimentaire. Je ne vais pas du tout détailler toutes ces choses-là. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous euh, enfin, comprendront et se retrouveront. Et dans les questions, je peux répondre s'il y a certains points où vous ne voyez pas de quoi je parle. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a assez peu de ces initiatives qui s'évaluent et qui montrent effectivement les effets environnementaux, sociaux, sanitaires, de gouvernance qu'elles provoquent. Et donc, il me semble important que toutes ces initiatives se dotent de capacités de véritablement faire la preuve de leur efficacité ou de leur efficience, de montrer à des politiques qu'effectivement, ça peut fonctionner. C'est ce qui s'est fait avec l'agriculture biologique. Au début, les gens essayaient, mais personne n'évaluait la performance en fait de ces systèmes-là. C'est quand on a commencé à pouvoir le faire que ça a crédibilisé, par exemple, ce mode de production. Mais c'est le cas un peu partout. Donc, un gros effort de travailler quand on est à petite échelle et qu'on essaie d'inventer autre chose, bah, de travailler avec à se doter de capacités d'évaluation. Il y a des méthodes qui se multiplient, qui ne sont pas forcément très compliquées. C'est des partenariats avec la recherche qui sont possibles. Bon. Deuxième chose, c'est penser le changement d'échelle. C'est-à-dire, j'expérimente dans mon coin une nouvelle façon de faire, mais comment j'imagine que ça va se diffuser, que ça va se généraliser et que ça va devenir le nouveau modèle. Et donc, on a plusieurs types de changements d'échelle possibles, hein, ce qu'on appelle le scaling up, c'est-à-dire que vous commencez avec une petite expérience et elle grossit
Bon, c'est ce qui s'est passé avec, par exemple, avec les coopératives. Vous avez le scaling out, ça veut dire que vous multipliez et ça se diffuse et ça s'essaime et ça se multiplie. Donc, ça occupe progressivement davantage de paysages. C'est ce qui s'observe dans un certain nombre de cas. Et scaling down, ça veut dire que ça vous permet de changer la façon de concevoir le problème. C'est un changement plutôt dans la compréhension, le mode de raisonnement et les modèles mentaux que permettent ces innovations. Et il est important, me semble-t-il, aussi que ces expérimentations, souvent à des petites échelles, se dotent d'une réflexion pour se dire à quelles conditions, en fait, je généralise, je monte en puissance et quel est le modèle du changement d'échelle que je porte. Et puis la troisième chose, c'est que, en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a maintenant des milliers d'innovations sociales qui essayent ben, justement d'inventer une autre façon de faire fonctionner le système alimentaire, mais qu'elles ne constituent pas aujourd'hui une force politique capable de défendre des positions générales vis-à-vis des politiques. On a 9 milliards d'euros par an de la politique agricole commune, mais on a un syndicat agricole qui défend une vision productiviste du système alimentaire. On a quelques gros industriels qui défendent leurs intérêts dans la transformation ou la distribution, et on n'a pas face à eux, ben, en fait, une force sociale organisée, une force politique qui est capable de contester. Alors bon, les rencontres de l'alimentation durable qui ont lieu régulièrement, on en était à la quatrième en octobre dernier, essaient de constituer ça, mais il me semble important de bien réaliser que c'est pas simplement en inventant des choses à son échelle que ça va se faire tout seul. À un moment donné, il faut aller peser sur les politiques. Les entreprises, ben, c'est là justement que ça rejoint la question de la comptabilité verte, hein. Il y a quelques signes, on pourrait dire, encore très ténus, mais d'espoir que ça bouge. D'une part, c'est que la responsabilité sociale des entreprises, qui a été très longtemps et qui est encore beaucoup du greenwashing ou du social washing ou du nutri-washing, est en train de se durcir. On voit apparaître des certifications d'entreprises internationales. Ben, c'est par exemple Bicorp, mais il y en a d'autres qui effectivement deviennent plus contraignantes, deviennent plus exigeantes pour les entreprises, avec des entreprises qui comprennent qu'en fait, elles y ont intérêt parce que rester totalement déphasées par rapport aux attentes sociétales, ben, en fait, ça menace même la survie de l'entreprise à terme. C'est l'émergence des entreprises à mission. C'est la convergence de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, avec le mouvement de l'économie sociale et solidaire, qui se développe aussi dans le secteur alimentaire et qui est vraiment aussi quelque chose qui d'emblée a intériorisé une double fonction de faire à la fois de la création d'emplois, de la création de valeur, mais aussi d'être extrêmement soucieux eh ben, des dimensions sociales et des dimensions oui, des dimensions sociales de la fonction de l'entreprise, donc invente un peu un nouveau modèle de ce que c'est que l'entreprise. On voit dans le domaine des actionnaires des grandes entreprises aussi des choses bouger. BlackRock, qui est un des plus gros actionnaires mondiaux, commence à essayer de dire, eh ben, on ne va pas prêter notre argent ou on ne va pas investir notre argent dans n'importe quel type d'entreprise, on va se donner des règles. On peut dire pour le moment, c'est à moitié bidon, n'empêche que c'est en train de bouger et ça se durcit d'année en année. Et puis, vous avez vu peut-être qu'il y a un gros débat actuellement à Bruxelles sur ce qu'on appelle les nouvelles procédures de redevabilité extra-comptable, c'est-à-dire qu'on va changer de modèle de comptabilité pour désormais que la comptabilité soit pas simplement de rendre des comptes sur sa performance financière, mais aussi sur sa performance environnementale et sa performance sociale. Et ça, c'est une grande bataille qui est actuellement à l'échelle internationale, mais qui est intéressante parce qu'elle montre que les entreprises ont compris qu'il faudra un jour qu'elles ne servent pas qu'à faire de l'argent, mais aussi à rendre des comptes sur l'environnement et le social. C'est encore timide, mais ça bouge, il faut le suivre. Les comportements individuels, on dit beaucoup que c'est le consommateur par ses choix, éclairé par ses décisions, qui vote avec son porte-monnaie, il décide de manger du bio, c'est un signal qu'il donne à la société pour dire on veut plus de bio, on réduit notre consommation de viande, on achète du commerce équitable. Et on a beaucoup insisté sur le fait que il faut former les gens, les sensibiliser et que c'est eux qui vont être les moteurs du changement. Je vous invite à regarder sur le site de la chaire UNESCO Alimentation du Monde la conférence qui est du coup en français de Sadi Lalou qui s'appelle la théorie des installations
et qui est une synthèse de 50 ans de travaux en psychosociologie, en économie et en marketing sur le comportement individuel et qui, je trouve, est très bien illustré par ce schéma et qui dit on a une liberté de choix qui se dessine au travers de ce triangle que vous voyez au milieu, mais qui est encadré d'une part par effectivement ce qu'on a dans la tête, notre sensibilité, notre compétence, et qui font qu'on s'oriente vers tel type de produit, mais c'est un des éléments. Le deuxième, c'est que on est installé dans un monde matériel qui fait que aujourd'hui, les choses les plus faciles à faire sont pas forcément les plus vertueuses, que ce soit d'un point de vue matériel, la proximité géographique, la facilité de l'usage, ou que ce soit d'un point de vue économique. Ben, aujourd'hui, les choses les plus vertueuses sont pas forcément les plus économes. Et puis enfin, ben, on est installé dans un monde social dans lequel on se comporte comme les autres, on cherche à se conformer en fait à la norme sociale. Pensez à la question de ceux qui décident d'arrêter de manger de la viande quand ils rentrent chez leurs parents à Noël et qui disent ben, moi je mange plus de viande. Ben oui, il y a une norme sociale contraignante qui fait que eh ben c'est pas si facile que ça à assumer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que Sadi Lalou nous dit, c'est que nos comportements individuels, ils sont d'abord et avant tout conditionnés par nos environnements cognitifs, matériels, économiques et sociaux, et que c'est sur ces environnements qu'il faut jouer et pas simplement sur la sensibilisation des consommateurs dans ce cercle tronqué rouge. Et agir sur les environnements, ça veut dire agir sur les prix, ça veut dire installer. Je vous donne juste un exemple, il n'est pas alimentaire, mais je trouve qu'il est parlant. Si vous voulez faire du vélo dans la ville, ça ne sert à rien de se limiter à conscientiser les consommateurs que le vélo, c'est bon pour l'environnement parce que ça pollue pas et bon pour la santé parce que ça fait faire un peu d'activité physique. Si vous installez pas matériellement votre ville pour que le vélo soit la chose la plus facile et sécurisée à faire, si vous rendez pas le vélo accessible économiquement en le subventionnant, et si le vélo n'est pas la norme sociale du déplacement, ben en fait, tout le monde sait qu'il faut faire du vélo, mais très peu de gens en font, ou alors il faut une force mentale colossale pour braver les difficultés matérielles, économiques et sociales pour le faire. Et donc, ça veut dire que c'est pas uniquement par ce qui se passe dans la tête des gens qu'il faut agir, mais c'est bien pour installer un monde autrement qui rend les choses vertueuses du point de vue environnemental et social les plus faciles, économiques et socialement désirables. Je passe vite peut-être sur les besoins de formation, mais on se rend compte à quel point beaucoup de décideurs, qu'ils soient dans les entreprises ou qu'ils soient dans les collectivités territoriales ou à l'échelle politique, sont peu formés aux enjeux de durabilité, comprennent assez peu les enjeux de biodiversité, de changement climatique, d'épuisement des ressources que j'ai présenté avant. Donc il y a un énorme effort de formation. C'est ce qu'on a entrepris avec la création de ce Master SPE qui s'appelle Innovation et politique pour une alimentation durable depuis maintenant 13 ans. Mais on pense qu'il faut absolument multiplier les espaces de formation parce qu'on a beaucoup de dirigeants ou de responsables qui sont finalement assez peu sensibilisés à ces questions-là. Et ça ne veut pas simplement dire les former à ces nouveaux enjeux, mais c'est les former autrement et de travailler aussi à faire de la recherche et de la formation autrement. Mais je pourrais revenir là-dessus si vous le souhaitez. Changer les rapports de force, ça c'est compliqué parce qu'on l'a bien vu et on vient de le vivre avec la crise agricole. Bon, il me semble que la première chose, c'est qu'on a aujourd'hui dans le système alimentaire une gouvernance qui est complètement accaparée par les hommes et qu'on a besoin aussi de rééquilibrer dans les espaces décisionnaires la gouvernance, que se constituent des collectifs d'acteurs. J'en ai parlé tout à l'heure à propos des porteurs d'innovation, mais par exemple, il y a des choses intéressantes en France avec le collectif Nourrir, tout un ensemble d'associations qui militent pour essayer de réformer la politique agricole commune, de construire une politique alimentaire européenne, la European Food Policy Coalition, qui est toute la société civile européenne qui propose la création de politiques alimentaires indépendantes des politiques agricoles, les collectivités territoriales, le pacte de Milan pour des politiques alimentaires, des centaines de villes du monde qui ont décidé de s'engager dans l'alimentation durable et qui commencent à devenir une force politique. Et puis, comprendre que ces acteurs-là, il faut qu'ils se préparent aux crises et qu'ils utilisent les crises comme des leviers d'opportunité. En chinois, le mot crise, c'est danger et opportunité. Donc, il faut se préparer aux crises et il faut préparer des propositions et des positions qui permettent d'utiliser les crises comme des moyens
de faire passer un certain nombre de choses. On vient de louper une opportunité avec la crise agricole. Et puis peut-être se rendre compte que le secteur alimentaire, il est parfois un peu enfermé dans une forteresse des spécialistes de l'alimentation et que si vous regardez la politique européenne, la politique alimentaire européenne qui était proposée dans le cadre du Pacte vert à Bruxelles par la présidente de la Commission, eh ben, cette politique alimentaire du Pacte vert, Farm to Fork, a deux grands secteurs qui la soutiennent. C'est le secteur de la santé et c'est le secteur de l'environnement. C'est pas du tout le secteur agricole. Et qu'il y a peut-être une alliance à faire entre le monde de l'alimentation et le monde de la santé, parce que vous avez vu les chiffres tout à l'heure, hein, le monde de la santé, qui a quand même une certaine puissance, et ben, en fait, ça lui coûte très cher la dégradation de ce système alimentaire. Et puis pour finir, ben, c'est vous inciter à regarder et à lire des gens comme Descola ou des gens comme Latour qui vous disent il faut qu'on réinvente nos rapports aux vivants non humains, c'est-à-dire aux animaux, aux plantes, etc. L'enjeu, c'est ni de les exploiter, mais non plus de les protéger. On n'est pas à nous à les protéger. Il faut qu'on apprenne à négocier notre place d'humain face aux autres vivants non humains. Et une piste très concrète, c'est ce qui s'amorce dans un certain nombre de pays, c'est la juridicisation des vivants non humains, c'est-à-dire le fait de donner à une rivière, à des animaux, à des forêts, à des arbres, à des vivants non humains, un caractère juridique, avoir des avocats qui, dans des négociations, vont pouvoir parler au nom justement des forêts, des animaux, etc. Donc ça, c'est une piste qui me semble aussi intéressante. Peut-être je m'arrête là. Amandine, on en est où sur l'heure? Parce que du coup, je On sais est pas. bien sur l'heure, hein. Ça va? Est-ce qu'on Si, prend si. quelques questions ou est-ce que j'enchaîne sur une conclusion? Non, on peut prendre quelques questions. OK. Peut-être la toute dernière, là, peut-être un lien effectivement avec ce qui vient de se passer dans la crise actuelle avec les agriculteurs. Est-ce qu'on n'aurait pas raté une occasion, enfin, si tant est que ce soit fini, mais avec finalement de ce qui a été accordé, euh, est-ce qu'on n'aurait pas raté une occasion justement d'agir sur certains leviers que vous avez évoqués? On a complètement raté une occasion, mais on n'y était pas prêt. Il y a pas, les forces ne sont pas assez encore organisées pour pouvoir faire contrepoids au lobby agricole qui s'est servi de cette crise-là pour à la fois se relégitimer dans une crise de légitimation dans laquelle ils sont, et puis pour essayer de faire abandonner les contraintes environnementales qui pèsent sur eux. Ce qui est absolument terrible, c'est que on est en train à nouveau de reculer pour en fait continuer d'aggraver la situation et plus ça va s'aggraver, plus ça va être compliqué de changer. Donc on a besoin, on en aura d'autres des crises, c'est pas fini, hein, ce n'est que le début. Il faut se préparer à utiliser ces crises pour faire passer un certain nombre de propositions concrètes et pas simplement se retrouver à critiquer en fait ce que d'autres acteurs ont très bien préparé et ont très bien su se servir de cette crise pour faire passer un certain nombre de sujets. Mais on n'est pas assez nombreux et pas assez fédérés et pas assez organisés. Donc il y a bien un enjeu politique de construire des forces politiques pour être capable de contrer ça. Il y avait plusieurs questions qui se posaient par rapport au lien avec la recherche, notamment comment est-ce qu'il est possible de formaliser des partenariats entre les agriculteurs qui sont porteurs de pratiques innovantes, notamment agroécologiques, et le monde de la recherche. Et puis bon, après, vous l'avez évoqué, mais quid du rôle des institutions académiques pour appuyer les acteurs locaux dans la documentation, l'évaluation d'approches locales intéressantes? La recherche a mis du Et, temps. et je complète avec la dernière question, pardon, pourriez-vous revenir sur la manière de faire de la recherche autrement? Quelle vision et pratique proposez-vous? La recherche a mis du temps à prendre en compte les besoins de transformation parce qu'elle est aussi sous l'influence, bon, en France, hein, très concrètement, la recherche, elle est sous l'influence du ministère, la recherche agronomique, elle est sous l'influence du ministère de l'Agriculture. Et donc, le ministère de l'Agriculture, il est en cogestion avec le syndicat majoritaire pour la politique alimentaire et pour la politique de recherche pendant longtemps. Donc, effectivement, pendant longtemps, la recherche a très peu intériorisé les enjeux de l'agroécologie. Elle s'y met depuis quelques années.
Il faut qu'elle soit sollicitée en permanence. Il y a des directeurs régionaux, ils n'attendent que ça, c'est d'avoir des sollicitations par des collectifs d'agriculteurs pour dire, nous, on a besoin de solutions, nous, on a besoin de comprendre des choses, nous, on a besoin de maîtriser un certain nombre de questions du vivant. Bon. Faire de la recherche autrement, ça veut dire que on est passé d'une recherche qui se faisait pour les agriculteurs, hein, et puis ensuite on vulgarisait les résultats de la recherche, à une recherche qui s'est faite sur les agriculteurs pour essayer de réaliser qu'effectivement ils ont des savoirs, ils expérimentent des innovations, ils essaient de se débrouiller dans des contextes changeants. Et donc on a commencé à s'intéresser à ce qu'ils faisaient et à reconnaître leurs compétences. Et maintenant, je dirais, on est dans l'idée de faire une recherche avec et de reconnaître que le seul savoir pertinent là-dedans n'est pas que le savoir scientifique, c'est une forme de savoir, mais le savoir expérientiel des agriculteurs qui expérimentent des choses, qui ont accumulé de la connaissance parce qu'ils sont sur un terroir, a besoin du coup a besoin d'être reconnu et d'être mis en dialogue avec le savoir scientifique. La grande difficulté qu'on a, c'est que si on pense à un projet de recherche en agroécologie, ça ne peut pas être la solution unique qui va remplacer le modèle unique de l'agriculture, de la chimie. C'est des centaines de situations différentes avec des centaines sans doute de solutions et de combinaisons de solutions propres à chacun des milieux en fonction de son climat, de ses risques, son sol, ses gens, ses savoir-faire. Et que c'est compliqué parce qu'effectivement, bon, il y a peut-être pas mal de chercheurs qui travaillent sur les questions agricoles, mais ils ne peuvent pas se démultiplier partout. Donc, ça veut dire aussi inventer des espaces de dialogue entre chercheurs et praticiens. C'est ce qu'on appelle les living labs, hein, donc des laboratoires vivants beaucoup plus ouverts sur les questions, par exemple, de ouais, on peut dire de solidarité alimentaire. On travaille par exemple à la création de laboratoires citoyens de recherche où des citoyens viennent dialoguer directement, viennent s'informer, viennent expérimenter avec des chercheurs et de mixer, d'ouvrir les labos et de les mixer avec des professionnels et des citoyens. Euh, Peut-être plusieurs questions qu'on peut regrouper autour de le droit à l'alimentation. Qu'est-ce que l'alimentation, puisqu'on a parlé effectivement de l'inscription et de la reconnaissance d'entités, en tout cas de non-humains, pour leur donner des droits. Qu'en est-il du droit à l'alimentation? Et puis peut-être une extension sur le sujet sécurité sociale de l'alimentation? Bon, je vais en parler un peu après, comme une des pistes sur lesquelles on peut aussi se battre. Il y a plusieurs composantes dans cette idée de droit à l'alimentation et surtout de sécurité sociale à l'alimentation. Il y a à la fois l'idée d'un système universel qui donne à tout le monde la possibilité d'accéder à des aliments de qualité, la qualité étant définie par les citoyens eux-mêmes et pas par les experts. Bon, c'est une chose, avec le projet, l'espoir que la façon dont les citoyens décident de ce que c'est qu'une alimentation de qualité va permettre en fait de changer complètement le modèle de production alimentaire et de contribuer à son basculement. C'est-à-dire que si tout le monde a accès à 150 euros par mois pour acheter des produits dont la liste a été élaborée par les citoyens, l'espoir qui est fondé, c'est que ça donne un débouché important à des nouvelles formes de production agricole en espérant que les citoyens iront vers ce type de forme-là. En fait, l'enjeu, c'est que aujourd'hui, l'alimentation durable, elle est accaparée par un certain nombre d'experts, dont je suis d'ailleurs, hein, je joue à ça. Et en même temps, je me rends compte que c'est pas à nous de définir ce que doit être l'alimentation durable. C'est vraiment un débat citoyen qu'on doit avoir avec des citoyens qui ont des avis très différents selon les endroits, selon les niveaux de vie, selon les niveaux d'éducation, et qu'on a besoin de construire cette démocratie alimentaire, c'est-à-dire cet espace où se mettent en discussion entre experts, citoyens, agriculteurs, transformateurs, commerçants, pour refonder un nouveau contrat social de l'alimentation. Je vais en parler juste après. Et là, c'est une petite question de moi pour le coup, mais est-ce que c'était pas l'occasion des PAT? Est-ce que finalement les PAT, dans leur démarche
d'inclusion de l'ensemble, en tout cas tel que c'est posé, de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes du territoire sur ces sujets autour de l'agriculture et de l'alimentation. Est-ce que c'était pas, ou ce n'est pas ce rôle-là, justement? Ça peut devenir davantage ce rôle-là, parce que beaucoup de PAT n'ont pas forcément intégré des citoyens dans la discussion. C'est souvent la collectivité territoriale, des représentants d'agriculteurs, parfois quelques chercheurs, un certain nombre d'acteurs du système alimentaire, mais on n'a pas forcément les citoyens, en fait. Et c'est ça qui est peut-être intéressant, c'est d'arriver à faire évoluer ces PAT pour devenir des espaces de gouvernance territoriale des systèmes alimentaires avec les outils dont ils peuvent disposer pour progressivement retisser un dialogue entre citadins, citoyens et agriculteurs et transformateurs, etc., pour rebâtir un contrat social autour de l'agriculture à l'échelle territoriale. Mais chaque territoire n'a pas forcément le pouvoir de changer la PAC à eux seuls. C'est-à-dire que sur les territoires, les stratégies des supermarchés ou les subventions de la PAC, en fait, ne sont pas dans les mains des territoires. Donc l'enjeu, c'est pas simplement que les territoires arrivent à construire une gouvernance partagée, c'est bien aussi que ils arrivent à se fédérer pour porter une voix politique dans les négociations de décisions politiques qui pèsent en fait sur eux. Votre micro est coupé, Amandine. Merci. Peut-être une dernière petite question avant de passer à la conclusion. On pourra reprendre les questions. Il y avait, voilà, pouvez-vous nous donner quelques exemples sur des alliances entre les petits? Alors, dans les petits, il y avait agriculture paysanne, consommateurs en précarité alimentaire, collectivités rurales, qui permettent un changement de force. Est-ce que vous avez des exemples? La biovallée. Une vallée, la vallée de la Drôme, dans laquelle il y a une déprise agricole dans les années, fin des années 60-70, beaucoup de néo-ruraux qui s'installent, qui arrivent avec de la bio, tout le monde se moque d'eux, la terre est pas trop chère, et puis en fait, effectivement, politiquement, un certain nombre d'acteurs vont commencer à porter l'idée que ce territoire pourrait devenir un territoire dans lequel, au-delà d'une agriculture différente, alors c'est une des zones de France où il y a le plus d'agriculture biologique, mais on peut aussi réfléchir au transport, réfléchir à l'industrie, réfléchir au recyclage, et progressivement essayer de construire, bon, sur une vallée, sur trois grandes communautés de communes, hein, depuis le Diois jusqu'à la Basse-Vallée, hein, d'avoir une politique territoriale. Donc ça, c'est un exemple, effectivement, de territoires qui se sont, depuis maintenant pas mal de temps, hein, dotés d'une ambition d'essayer de construire un système différent, mais qui en même temps sont pas complètement souverains sur ce qui se passe sur leur territoire. Ils ont des supermarchés, ils ont des produits industriels, ils ont ce qui arrive à tout le monde et qui n'est pas sur leur propre territoire. Euh, donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. La Fondation Carasso, elle finance un programme qui s'appelle Tetra et qui visait justement à essayer de soutenir un certain nombre de territoires en France qui essayaient d'avoir une ambition de transformation véritable de leur territoire pour essayer de tenir compte davantage des enjeux environnementaux et sociaux. Euh, Après, il y a des pays hein, qui sont aussi qui se sont mis aujourd'hui dans des positions d'affirmer de l'agroécologie. Des États en Inde, en Asie, on a comme ça un certain nombre d'endroits où il y a eu une volonté politique. Alors, une volonté politique aussi supportée par une société civile qui était assez active et qui était, que ce soit du côté des scientifiques ou de la société civile, porteur en fait d'une vision différente, quoi. Je pense on peut aller sur la conclusion et puis on verra s'il nous reste du temps pour prendre des dernières questions sur la fin. Euh, Pourquoi je dis que refaire le monde? Parce que je crois qu'il faut qu'on soit conscient que la proposition d'agroécologie, ou ce que quand j'ai marqué au milieu de toutes ces initiatives de l'agroécologie, ça c'est une conception qui est portée par les acteurs historiques de l'agroécologie, hein, les Glissman, l'Altieri, les gens comme ça qui ont théorisé l'agroécologie comme une forme alternative de production
agricole, mais qui arrive aujourd'hui une nouvelle proposition d'un nouveau projet qui s'appelle agroécologique et qui s'appelle aussi la troisième révolution agricole, avec en fait une fuite en avant technologique pour certains, des progrès technologiques pour d'autres, que sont l'agriculture de précision qui va permettre d'économiser des ressources rares, avec l'équipement des plantes, des animaux et même des humains de capteurs pour mieux maîtriser l'usage de leurs ressources, la géolocalisation à haute précision, la robotisation dans l'agriculture qui va permettre d'alléger la pénibilité du travail dans l'agriculture, l'avènement de la surveillance généralisée des conduites pour le conseil personnalisé pour s'optimiser, la blockchain comme un moyen d'assurer une traçabilité absolue de tous les produits, et puis l'arrivée de l'intelligence artificielle pour accompagner tout ça. On peut en avoir peur. En tout cas, il faut être clair là-dessus. C'est là aujourd'hui que l'investissement se fait. C'est là qu'il y a un intérêt politique parce que ça donne de l'espoir, parce que ça donne un projet, parce que c'est optimiste, parce que c'est pas le retour à la chandelle. Et donc, il faut prendre très au sérieux aujourd'hui ce nouveau projet qui s'appelle agroécologie. Je vous cite ici le ministre de Normandie il y a 3 ans. Hein. Il faut absolument continuer cette transition agroécologique. On voit aujourd'hui qu'avec la robotique, on a des solutions absolument incroyables, extraordinaires. Et donc, en fait, cette révolution agricole, cette troisième révolution agricole, est très simple à comprendre. Elle est fondée sur 3 choses, numérique, robotique et génétique, reprises par le président Macron, comme finalement ça qui va permettre aux jeunes d'être à nouveau attirés par l'agriculture, le métier le moins désirable qui soit dès qu'on y a touché. Et donc, il faut prendre ça très au sérieux. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive. Et non seulement ça arrive avec un certain nombre d'acteurs, et notamment les acteurs du numérique, mais ça arrive aussi avec d'autres choses. Je voudrais juste vous raconter qu'au niveau du Conseil, du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, il y a eu une bagarre pendant plusieurs années pour commander un rapport d'expertise sur la question, est-ce que l'agroécologie peut nourrir le monde? Et donc, c'est une bagarre politique de savoir quel va être le contenu de ce rapport. Et en fait, dans cette bagarre politique, ça a fini par... la France a beaucoup poussé à ça, à l'époque de Stéphane Le Foll, a mis tout son poids pour essayer d'obtenir un rapport et légitimer le droit de parler d'agroécologie dans cette instance. Mais il y a tout un lobby, et en particulier le lobby du secteur privé et d'un certain nombre de pays qui ont dit, bon, le rapport doit être équilibré entre l'agroécologie et ce qu'ils ont appelé Other Innovative Approaches, c'est-à-dire d'autres approches innovantes. La première de couverture du rapport est à gauche, la quatrième de couverture est à droite. Et en fait, ça montre que cette idée d'agroécologie, elle est en train aujourd'hui de se faire concurrencer avec cette vision d'une agriculture, du contrôle, de l'optimisation et de la surveillance. Et donc, c'est extrêmement sérieux parce que ce sont aujourd'hui des milliards qui s'investissent dans ce domaine. Alors, pourquoi on a besoin de repenser l'alimentation? Parce que est-ce qu'on veut aller vers une alimentation dans les aboutissements de ces investissements, et en particulier d'un certain nombre de très grands acteurs du numérique, je pense tout simplement à Google ou Amazon, qui promeuvent l'idée que, en fait, aujourd'hui, l'agriculture a rendu la terre à moitié invivable parce qu'on a coupé les forêts, parce qu'on a mis des animaux partout, et que c'est ça qui fait le changement climatique, en tout cas une grande contribution, c'est ça qui fait l'effondrement de la biodiversité. Et on a aujourd'hui des positions radicales qui disent qu'il faut arrêter d'imaginer une alimentation avec de l'agriculture. On va faire une alimentation sans agriculture. C'est une proposition très sérieuse qui est sur la table avec de l'investissement, qui a commencé avec la viande in vitro, mais maintenant, c'est les cellules souches pour produire n'importe quoi, ce sont les algues pour produire des protéines et des lipides, ce sont les levures, donc les champignons pour produire de la protéine, et puis ce sont les bactéries, avec des cellules souches aussi, pour produire un peu n'importe quel type de nutriments. Est-ce qu'on veut aller vers ça? Bien sûr, ce n'est pas une alimentation sans agriculture, je pense que ça n'existera jamais, mais ça veut dire que on est en train de voir arriver l'idée qu'on va alléger la pression sur l'agriculture en introduisant une production industrielle de nutriments planqués dans des aliments transformés, pas forcément ultra transformés d'ailleurs, et qui vont peut-être permettre de réensauvager le milieu, comme le dit Georges Monbiot, ce célèbre
journaliste anglais, très écologue depuis, enfin un écologiste convaincu depuis des années, qu'on a tous lu parce qu'il a toujours rendu compte des enjeux écologiques et qui est aujourd'hui un des grands promoteurs d'une alimentation sans agriculture. Donc, ça veut dire que l'alimentation, elle est à la croisée des chemins. Et on a essayé de la penser, c'est pour ça qu'on a parlé d'écologie de l'alimentation, que l'alimentation à la fois comme des relations, je vais expliquer ce que je veux dire, et comme un engagement, et en particulier un engagement politique. Relation à soi, pourquoi? Parce que l'alimentation, ça nous donne notre santé personnelle, selon ce qu'on mange, ça nous donne notre plaisir et ça nous donne notre identité individuelle. On se construit aussi par ce qu'on choisit de manger. Regardez les relations qu'il y a au sein des familles à propos de la réduction de la consommation de viande. Donc, l'alimentation, c'est un moyen de se relier à nous-mêmes. C'est un moyen de se relier aux autres au travers de la commensalité, hein. On mange ensemble, on prépare pour les autres, on doit faire confiance à ceux qui préparent et à ceux qui ont produit. On construit de la confiance entre les acteurs. La façon dont on achète, dont on se relie, ben, c'est une façon en fait de construire de la relation, hein. On va pas au marché pour rien, on y va aussi pour se synchroniser avec la société. Donc c'est une façon de se construire une relation aux autres. Et puis enfin, ça, c'est une façon de se relier aux animaux et à la biosphère plus généralement. Qu'est-ce qu'on fait des animaux? Est-ce qu'on les élève? Est-ce qu'on les maltraite? Est-ce qu'on les respecte? Est-ce qu'on refuse de les manger? On voit bien que ça construit une relation, ben, notamment à ces animaux. On construit du paysage avec l'alimentation. La planète a été complètement façonnée par les paysages liés à la production alimentaire. Et puis, on a réalisé qu'on a un animal dans notre ventre, hein, qui est incroyablement plus diversifié génétiquement que nous-mêmes, qui s'appelle le microbiote et avec lequel on apprend qu'il faut qu'on apprenne à... Enfin, on apprend qu'il faut qu'on gère notre relation avec ce microbiote parce qu'il nous donne à la fois la santé mentale et physique. Donc, on comprend avec ça qu'on doit reconstruire une relation différente avec cette biosphère, avec justement toujours ce vivant non humain. Donc, comment on veut faire ça? Bah, il faut qu'on construise un contrat social. Le contrat social dans lequel on est encore, c'est produire un maximum de nourriture au moindre coût, sans risque hein, dans les 48 heures de s'empoisonner. C'est ça qui a guidé l'industrialisation du système alimentaire. C'est ça qui a été installé par toute une série d'institutions qui encadrent les agriculteurs, les transformateurs, etc., qui ont été mis là. Ce sont les fournisseurs d'engrais, de pesticides, de phytos, enfin de semences, ce sont la SAFER pour le foncier, le crédit agricole, la mutualité sociale agricole, c'est la recherche et l'enseignement. Toutes ces institutions ont été installées pour faire advenir un contrat social qui était réduire le coût de l'alimentation au minimum. Et on a vu les conséquences qu'on a aujourd'hui sur le plan environnemental et social. On ne peut pas continuer. Donc, comment on redéfinit un contrat social de l'agriculture et de l'alimentation? Il faut le redéfinir avec les citoyens, notamment parce qu'il y a une proposition très disruptive qui est éventuellement aller vers une alimentation sans agriculture, au moins en partie. Et donc, comment on fait ça? On fait ça à travers d'une démocratie alimentaire, c'est-à-dire on remet des citoyens en capacité de débattre de ça, de se former et de débattre. Je ne crois pas du tout à une convention citoyenne nationale, telle qu'elle avait été proposée initialement par Nicolas Hulot au moment où il a négocié son entrée au gouvernement avec Macron. Je crois plus à la multiplication de conventions citoyennes locales, tenant compte de la diversité des situations. Et comme vous l'avez dit, Amandine, les PAT peuvent être des ferments de ça, mais il n'y a pas que les PAT, il peut y avoir d'autres espaces dans lesquels on se dote d'une capacité de construire un dialogue entre citoyens et de citoyens avec les autres acteurs pour définir quelle est l'alimentation qu'on veut pour nous et nos enfants. Et sur cette base-là, ben, peut-être de la fédérer pour avoir à terme une fédération de ces conventions locales pour peser nationalement. Quand on voit que la Convention citoyenne pour le climat a fait tellement peur aux entreprises qui vivent des énergies fossiles en particulier, on voit qu'effectivement, quand on a des citoyens qui commencent à dire voilà le système alimentaire que je veux, on ne peut pas ne pas tenir compte de ce qu'ils veulent. Et surtout s'ils sont nombreux et émergents de centaines de territoires hein, à la fois. C'est un très gros chantier. C'est un chantier qui peut prendre des années, mais il me semble que c'est la seule condition pour bâtir un changement de rapport de force pour construire un autre système alimentaire. Voilà. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Il est 14h12.
C'est parfait. Alors, on va prendre ces 3 dernières minutes pour clôturer. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci pour tous les échanges. Alors, il y a eu vraiment de très nombreuses questions dans le chat, mais c'est chouette. Il y a eu aussi pas mal d'interactions entre les uns et les autres. Ce qui, beaucoup de questions sur déjà qui restent en suspens hein, sur comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on embarque. Même ceux qui sont présents et qui inventent ne sont pas assez nombreux. Et puis qu'effectivement, dans ce webinaire, a priori, on est assez convaincu des enjeux et de l'importance du sujet. Mais en tout cas, les dernières pistes sur, voilà, localement recréer des assemblées citoyennes pour exercer une force de proposition suffisamment grande, c'est une des pistes, en tout cas, qui paraît la plus réalisable et sans forcément attendre qu'elle soit impulsée au niveau national. Et puis, on voit bien que les enjeux de la Convention citoyenne, certes, ça a bousculé, mais ça n'a pas été pris en compte quand même. Voilà, un grand merci à tout le monde. Si vous êtes inscrit, on remet le lien du formulaire une dernière fois, mais c'est pour pouvoir vous faire passer toutes les infos qu'il y aura eu sur le webinaire. On va vous envoyer les liens dont Nicolas a parlé, des conférences et des contenus, et puis le lien de ce webinaire. Et on se retrouve quand est-ce que j'ai dit? Le 12 mars, le 18 mars, en tout cas pour le prochain webinaire, qui sera autour de l'eau. Et notamment des sujets pareils d'innovation sur l'eau à partir des territoires, sur l'économie de la ressource et sur ce qui peut s'inventer. Voilà, avec effectivement, c'est le 12 mars. On aura la directrice de l'agence de l'eau à Dour-Garonne et puis Hugo de Remes qui est chargé du PAT du Pays d'Armagnac pour nous parler de ce qui se passe chez eux. Et on re-regardera un peu tout ce que vous avez partagé les uns les autres dans le chat pour pouvoir le transférer un peu à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Amandine, Merci je veux Nicolas. bien que vous me transfériez l'enregistrement du chat pour que je vois Bien les sûr. questions qui ont été posées plus en détail. N'hésitez pas à aller sur le site de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, sur lequel il y a beaucoup de ressources, il y a des vidéos, il y a des textes, il y a des textes accessibles sur l'ensemble de ce que j'ai raconté. Et donc, vous pouvez trouver de la ressource. Et puis, sinon, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez si besoin. J'essaierai de répondre, pas trop, hein, parce que ma boîte mail, elle est vite saturée. Mais en tout cas, avec plaisir pour continuer la discussion à l'occasion, enfin, voilà, par mail et puis je vous envoie le PowerPoint. Merci beaucoup. Une bonne journée à Merci à tout le vous. monde et à très bientôt.